Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. J'en profite pour vous dire qu'il nous manque à peine plus de 10 000 abonnés pour atteindre le million sur cette chaîne. Pensez donc à vous abonner vous-même si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, incitez vos amis à le faire pour accélérer la cadence. Cliquez aussi sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et puis surtout, écrivez-nous dans les commentaires juste en dessous. Au programme de cette édition, nous revenons sur le rendez-vous reporté entre Vladimir Poutine et Donald Trump, alors que Budapest devait accueillir une rencontre pour faire avancer les pourparlers de paix en Ukraine. Le président américain a décidé que c'était une perte de temps. Nous vous expliquerons pourquoi. Ordre contre ordre, l'exécutif en France est complètement désaccordé, notamment sur la réforme des retraites, et Emmanuel Macron semble résolu à donner le rythme à son nouveau fusible, Sébastien Lecornu. Et puis nous reviendrons sur le procès du meurtre de la petite Lola, un drame qui met en lumière les victimes innocentes des inconséquences politiques. Le rendez-vous Trump-Poutine aura-t-il lieu alors que Budapest devait accueillir une rencontre russo-américaine dans l'espoir de rétablir la paix en Ukraine? Le président américain l'a finalement jugé inutile pour le moment. Le point tout de suite. Pas de rencontre pour rien. Les mots de Donald Trump ont le mérite d'être clairs alors que l'imminence d'une rencontre bilatérale entre les présidents américains et russes devait s'organiser à Budapest sous l'égide de Viktor Orban. Le rendez-vous est désormais bien incertain. En effet, 2 mois après la rencontre à Anchorage qui n'aura pas abouti, Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas perdre son temps. Pour Hervé Carrez, diplômé de l'école de guerre, ce n'est pas une surprise. Donald Trump, c'est un pragmatique qui ne veut pas faire des réunions internationales pour faire des photos et des déclarations vides de sens, contrairement aux Européens. Cela également signifie que les premiers contacts préparatoires entre Lavrov et puis Rubio n'ont pas laissé entendre qu'il y aurait des avancées significatives qui pourraient être faites à l'occasion de cette réunion. Donc les travaux préparatoires ou de négociation devraient se poursuivre de manière masquée. Les Russes, en l'état, veulent gagner du temps parce que le momentum militaire leur est favorable. Sur un plan économique, ils ont quelques difficultés, mais qui sont surtout dues à des problématiques internes, notamment le manque de main-d'œuvre. Et puis, ils sentent qu'en face, les alliés de l'Ukraine, et notamment sur le plan matériel, sont en train de s'épuiser financièrement et également sur le plan des moyens militaires qu'ils peuvent fournir à l'Ukraine. Et dans ce cadre, c'est un autre rendez-vous qui a pris l'eau. En effet, vendredi dernier, le président américain s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Une rencontre qui se serait beaucoup moins bien passée que ce que les médias subventionnés l'auraient relaté. On pouvait néanmoins se douter de la fraîcheur des échanges en observant le président ukrainien sans mandat évoquer son espoir de recevoir les fameux missiles Tomahawk de la part de Washington. I'm realistic. Je suis réaliste. Comprendre, je vais m'asseoir dessus. En effet, tout porte à croire que Donald Trump n'a jamais eu l'intention de céder aux demandes de Zelensky en la matière. La fable des Tomahawks, qui avait très très peu de chances de déboucher, mais qui est révélatrice. En fait, les moyens pour frapper dans la profondeur reposent exclusivement sur des moyens qui sont ukrainiens en propre, c'est-à-dire des drones, qui sont des petits avions de tourisme qui sont bricolés et qui vont frapper dans la profondeur du territoire russe, mais avec des charges militaires qui sont très très faibles. Donc les Russes cherchent à gagner du temps, ils savent que leurs adversaires directs, les Ukrainiens, et puis indirects, les Européens, sont en train de s'épuiser. Ils maintiennent très probablement leur position lors des négociations, une position qui est assez radicale, c'est l'évacuation des forces ukrainiennes des oblasts qu'ils ont annexés. Et puis, évidemment, en face, les Ukrainiens, eux, ne veulent pas bouger, parce que politiquement, après 3 ans de guerre et 3 ans de sacrifice, ce sont des concessions qui seraient vécues comme une trahison en interne en Ukraine et qui pourraient conduire à des événements qui seraient assez violents, voire une guerre civile interne en Ukraine. Une situation complexe sur le plan national comme sur le plan international. Et dans ce cadre, l'Union européenne et tout particulièrement la France semble bien peu capable de faire évoluer vers la paix. À plus forte raison qu'une bonne part des dirigeants sont littéralement noyés dans un déni de réalité, à l'image de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le régime de Vladimir Poutine est en échec, militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien.
Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint 1/5 de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Face à ces discours déconnectés du réel et propices à l'escalade, la proposition de médiation de Viktor Orban résonnait comme une véritable aubaine pour les Européens. Viktor Orban agit en fonction des intérêts de son pays et également par extension des intérêts de l'Union européenne, puisque il considère que la politique internationale de l'Union européenne, et notamment sur cette guerre, est complètement mortifère, inefficace, à commencer par l'effet boomerang des sanctions européennes. Ce qui est clair, c'est que au plan international, de toute manière, l'Union européenne, c'est un objet géopolitique non identifié, donc qui n'est pas reconnu par les grandes nations. Dès qu'il y a des événements internationaux, Madame von der Leyen est méprisée. Donc il est clair que Viktor Orban a raison, dans la mesure où il a une vision claire et pragmatique des intérêts de son pays et par extension des intérêts de l'Union européenne. Il y a d'autres dirigeants européens qui ont également une position soit prudente, soit un petit peu alternative. Le Premier ministre de la Slovaquie, le Premier ministre espagnol, la Première ministre italienne, ce sont des pays également qui sont assez prudents, voire assez autonomes, qui ne s'alignent pas forcément avec les positions radicales et jusqu'au boutiste de l'Union européenne. Une Union européenne qui semble toutefois de plus en plus fracturée, malgré la mise en avant médiatique des discours belliqueux d'Ursula von der Leyen, dont le nouvel objectif est désormais ni plus ni moins d'acquérir officiellement des compétences en matière de défense, un véritable laissez-passer pour la guerre. Emmanuel Macron n'a pas dit son dernier mot sur les retraites. Depuis un déplacement en Slovénie, le président a désavoué le Premier ministre qu'il vient de nommer sur la question. Explication de cette séquence entre manipulation et cynisme, Olivier Frère-Jacques. Ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance, qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027, qu'il a décalée au 1er janvier 2028, avec un financement par des économies. Même à 1000 km de Paris, Emmanuel Macron parvient à agiter le débat en France. Depuis Ljubljana, en Slovénie, mardi, le président s'est immiscé publiquement dans le dossier sensible de la réforme des retraites, semant le doute sur les engagements pris par son Premier ministre, Sébastien Lecornu. Alors que ce dernier avait promis une suspension claire pour apaiser les socialistes et éviter une motion de censure, le chef de l'État a lui préféré parler d'un simple décalage dans le temps, niant toute abrogation ou suspension définitive. Cette intervention, prononcée lors d'une conférence de presse, illustre une volonté évidente d'Emmanuel Macron de garder la main sur un sujet qu'il considère comme central à son bilan, au risque de compliquer la tâche de son chef de gouvernement. Rappelons le contexte. Face à la menace d'une chute du gouvernement, Sébastien Lecornu avait fait une concession majeure lors de sa déclaration de politique générale le 14 octobre. Il s'engageait à suspendre la réforme de 2023, repoussant le relèvement de l'âge légal à 64 ans et l'augmentation des trimestres de cotisation. Cette promesse avait convaincu le Parti socialiste de ne pas voter la censure, permettant au gouvernement de survivre de justesse aux motions de censure du 16 octobre. Le PS avait ainsi rapidement crié à la victoire quand la France insoumise et le Rassemblement national criaient à la supercherie. Ce sur quoi le président pourrait leur avoir donné raison. Du côté du gouvernement, Sébastien Lecornu a réaffirmé sa détermination dans l'hémicycle, puis c'est le porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui a tenu la ligne du chef du gouvernement mercredi devant la presse. Mais l'engagement, il est très clair et j'en veux pour preuve qu'une lettre rectificative sera prise demain lors d'un nouveau Conseil des ministres pour inscrire dans le projet de loi initial cet engagement. Le président de la République, qui, lorsqu'il s'adresse hier, parle uniquement de la mesure d'âge, ne dit pas autre chose que le Premier ministre lorsqu'il répond aux questions au gouvernement hier. Un numéro de contorsionniste pour tenter de sauver la face. Or, les propos d'Emmanuel Macron ont semé le doute car il a également évoqué des perspectives de référendum sur les retraites conditionnées à un accord social. Conditionnement évident puisqu'un référendum sur cette question ferait gagner sans aucun doute les détracteurs de la réforme, faisant de la question un véritable référendum pour ou contre Emmanuel Macron. L'épisode souligne une dynamique dans laquelle le président entend contrôler les actes de son Premier ministre, quitte à fragiliser l'équilibre précaire avec les socialistes.
Un pari risqué car le président en fin de règne dispose d'une mince marge de manœuvre. Il semblerait néanmoins qu'il soit déterminé à jouer la montre, quitte à faire finalement sauter le soldat Lecornu. D'apparence docile, l'ancien ministre des Armées doit désormais composer avec des socialistes inquiets, en plus des Républicains qui ont déjà annoncé par les voix de Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qu'ils ne voteront pas le budget d'office, le président de LR ouvrant même la voie à une censure. Coincé entre des oppositions chauffées à blanc et un président têtu et disposant d'un socle commun réduit à peau de chagrin, Sébastien Lecornu, qui se considère comme un moine soldat, pourrait rapidement se retrouver comme un ermite dans le chaos politique français. La meurtrière de Lola devant les juges. 3 ans après le drame, le procès de cette Algérienne qui n'aurait pas dû être en France se tient devant la cour d'assises de Paris. Les explications de Renaud de Bourleuf. Le procès de l'horreur se poursuit. Depuis vendredi 17 octobre, Dabia Benkired comparaît devant la cour d'assises de Paris pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné de viols, tortures et actes de barbarie. Le 14 octobre 2022, dans le 19e arrondissement de Paris, Lola, âgée de 12 ans, mourrait dans d'atroces souffrances infligées par une certaine Dabia Benkired. La meurtrière l'aurait interpellée dans le hall de l'immeuble avant de l'entraîner dans l'appartement de sa sœur. Là, elle lui aurait fait subir tortures et viols avant de lui recouvrir le visage de scotch, provoquant sa mort par asphyxie. Des coups de couteau et de ciseaux ont également été portés, 38 plaies dont une béante au cou. Par ailleurs, la meurtrière a peint au vernis rouge, sous la plante de ses pieds, les chiffres 0 et 1, ouvrant la voie à des suspicions de crimes rituels. Dabia Benkired a ensuite placé le cadavre de la petite fille dans une malle en plastique et l'a transporté en allant prendre un verre dans un café avec un passant rencontré dans la rue, puis en allant à Asnières manger un kebab avec un ami. Elle est ensuite retournée avec la valise chez sa sœur, cette dernière rentrée entre-temps dans son appartement devenu lieu d'un terrible crime. Intriguée par le désordre, elle descend sur le trottoir de l'immeuble où elle se dispute avec Dabia Benkired, refusant de l'aider à porter sa malle. Elle dira avoir pensé qu'elle contenait de la drogue ou des armes. Dabia Benkired se débarrasse alors du corps de Lola dans une poubelle de la cour intérieure de l'immeuble et part à Bois-Colombes où elle est arrêtée le lendemain matin. Le vendredi vers 23h30, c'est un SDF qui a fait la macabre découverte qui a plongé dans la stupeur et l'horreur la France entière. La colère a ensuite pris le pas sur la tristesse lorsque les Français ont découvert que l'auteur du crime n'aurait pas dû se trouver sur notre sol. Dabia Benkired, algérienne, est arrivée en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant. Elle était en situation irrégulière depuis 2019. Le 21 août 2022, soit moins de 2 mois avant le crime, la police avait constaté un défaut de titre de séjour sans que l'idée du retour en Algérie ne soit visiblement lancée. Pourtant, la suspecte était sans domicile fixe et sans travail. De nombreux problèmes sont soulevés par cette affaire. L'inexécution des OQTF, la présence de délinquants tolérés passivement par la police, l'échec d'un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui osait parler d'indécence pour ceux qui soulevaient ces questions, et puis tout simplement la question d'une justice trop laxiste. 3 ans après le meurtre, le procès s'ouvre sans amélioration de la situation sécuritaire. L'année suivante, le nombre d'OQTF exécutés restait à peu près identique, toujours en dessous des 10%. Et en 2024, le drame se répétait. Philippine, âgée de 19 ans, était violée et tuée à Paris. Le meurtrier était un Marocain clandestin, frappé par une OQTF non appliquée. De plus, l'Algérie, pays d'origine de la meurtrière de Lola, refuse de reprendre ses citoyens expulsés et les renvoie en avion. Le tout devant l'impuissance des ministres de l'Intérieur successifs, Bruno Retailleau, dont la riposte se graduait, n'a pas gravi beaucoup d'échelons, et maintenant Laurent Nunez qui appelle à la reprise du dialogue, autrement dit au renoncement. Le procès s'est ouvert en présence de la famille de Lola, sans son père. Dans les mois qui ont suivi, celui-ci est mort d'une crise cardiaque le 23 février 2024 à l'âge de 49 ans. Vendredi, la première journée d'audience était l'occasion de découvrir la personnalité de Dabia Benkired. Toxicomane, elle fumait du cannabis au moins 20 fois par jour. Au moment du crime, elle était inactive, passant ses journées à errer dans les rues sans rien faire. Sous le coup d'une OQTF, elle dit ne pas être rentrée en Algérie parce qu'elle n'en avait pas envie. Des photographies et des vidéos ont été présentées au tribunal, montrant notamment le corps mutilé de Lola. Lundi, le 2e jour du procès a attiré les curieux. Des débordements ont eu lieu, les gens se bousculant pour entrer, nécessitant l'intervention de la police.
Et je rappelle quand même que c'est imposé d'une extrême gravité à propos d'une petite fille qui avait la famille qui était quand même pas loin. Et honnêtement, j'avais l'impression d'être dans une foire. Voilà, on a vu des comportements indécents. On a un de nos militants qui nous a rapporté, parce qu'il avait discuté avec des gendarmes, que même les gendarmes étaient outrés du comportement que les gens pouvaient avoir. Cette journée d'audience a été consacrée au rapport des médecins légistes et des enquêteurs qui ont confirmé le viol de la victime, ce que l'accusé continue de nier. Puis lundi et mardi, des proches de l'accusé ont témoigné. Ce mercredi, Dabia Benkired a affirmé que son quotidien à la prison de Fresnes était très dur, puisqu'il n'y a pas d'activité et on ne sort pas. Pour s'occuper, elle regarde la télé-réalité, les matchs et la musique et lit le Coran. Mais elle ne précise pas si elle a regardé à la télévision la panthéonisation de Robert Badinter. Et on poursuit à présent avec l'actualité en bref en France. Une détention à caractère exceptionnel. Depuis mardi, Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. 2 officiers de sécurité sont installés dans une cellule voisine. Une information confirmée mercredi matin par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui estime que l'ancien président a droit à cette protection eu égard aux menaces qui pèsent sur lui. Ce qui en dit long sur la sécurité dans les prisons et sur les capacités des forces de police à y faire régner l'ordre. L'affaire Colonna l'avait déjà démontré en 2022 avec le meurtre d'un DPS détenu particulièrement surveillé par un autre détenu, un islamiste, ayant lui aussi ce statut. Braquage au Louvre, une commission d'enquête pour enterrer l'affaire après le vol spectaculaire de pièces inestimables dans la galerie d'Apollon du Louvre le 19 octobre. La présidente du musée, Laurence Descartes, était auditionnée au Sénat ce mercredi en fin d'après-midi. Le sénateur Laurent Lafont exige des explications sur ce cambriolage qui relance les débats sur la sécurité des musées français, déjà ciblés par une série de vols. Malgré l'offre de démission de Laurence Descartes refusée par Emmanuel Macron, la pression s'accentue et les conditions de recrutement de la responsable sécurité du musée, Dominique Buffin, suscitent des interrogations. Les dites minorités n'ont pas toujours des affinités. Mardi, dans le 3e arrondissement de Paris, un client d'un sauna dit gay a été chassé de l'établissement. Le motif, il se serait plaint, je cite, de s'être fait agresser par un arabe. Le patron de l'établissement l'a renvoyé en lui disant « On parle comme ça au RN et chez Zemmour, pas chez moi », ajoutant « Je ne discute pas avec les racistes ». Le client, malmené, considère que décrire le profil de son agresseur n'a rien de raciste. Jean Lassalle, de candidat à la présidentielle, aux planches, l'ancien député béarnais a enflammé le théâtre de la Tour Eiffel le 16 octobre avec son spectacle Jean dans la salle. Devant 400 spectateurs, il a mêlé anecdotes politiques et souvenirs d'enfance avec humour, séduisant un public probablement déjà un peu conquis par le personnage et sa bonhomie. Avec 12 dates prévues à Paris, l'ancien maire de Lourdes-Icher ambitionne une tournée nationale, peut-être une idée de reconversion pour les macronistes en fin de parcours. Et l'on continue avec l'actualité internationale. Rumble de retour en France. La plateforme canadienne de vidéo Rumble, fondée en 2013 par l'entrepreneur canadien Chris Pavlovski, est à nouveau accessible en France après 3 ans d'absence. En 2022, face à la demande du gouvernement français de bloquer les chaînes russes RT et Sputnik, interdites en France depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine, Rumble avait préféré se retirer du territoire. Une récente décision judiciaire aurait invalidé cette requête, jugée non exécutoire car formulée par simple email. La plateforme, qui prône une liberté d'expression sans modération, continue par ailleurs de diffuser la chaîne RT en France. Le gouvernement français, encore une fois désavoué, n'a pas encore réagi. Le Pérou en plein chaos sécuritaire. Le président par intérim, José Herreri, a décrété mardi 21 octobre l'état d'urgence à Lima et dans le port de Callao, en vigueur dès minuit ce jeudi pour 30 jours. Cette mesure exceptionnelle, approuvée par le Conseil des ministres, autorise le déploiement de l'armée pour patrouiller les rues et restreindre des droits comme la liberté de réunion. Face à une vague de violence et d'extorsion imputée au crime organisé, avec 47 chauffeurs de bus assassinés depuis janvier, José Herreri promet un passage de la défensive à l'offensive. Première action majeure depuis sa prise de pouvoir le 10 octobre, après la destitution de Dina Boluarte, elle répond à l'insécurité qui hante les Péruviens. Des manifestations récentes, causant 1 mort et plus de 200 blessés, ont accéléré cette décision, déjà partiellement appliquée à Lima entre mars et juillet, à la suite de l'assassinat du chanteur Paul Flores. Après les Anglais, les Irlandais refusent de voir leurs hôtels utilisés pour les clandestins. Mardi soir, à Sagard, dans l'agglomération de Dublin, une manifestation a eu lieu devant un hôtel réquisitionné par le gouvernement pour loger des demandeurs d'asile. Un mouvement de colère après l'agression sexuelle d'une fillette de 10 ans. Le suspect, mis en examen, est un clandestin roumain de 26 ans. Lors de la manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes, 300 agents ont été déployés, 6 manifestants ont été arrêtés. Les scandales liés à l'immigration se multiplient en Irlande. Une semaine plus tôt, un Ukrainien de 17 ans
a été mortellement poignardé dans un centre d'accueil pour mineurs isolés par un Somalien. Même mort, Jeffrey Epstein continue de faire parler de lui. Mardi, un livre posthume de Virginia Giuffre, intitulé Nobody's Girl, littéralement la fille de personne, est paru. Virginia Giuffre, morte suicidée en avril dernier, avait été l'esclave sexuelle de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein. Ce sont ces témoignages qui ont dévoilé les horreurs du clan Epstein. Son livre posthume éclabousse aussi la famille royale britannique. Virginia Giuffre raconte comment Jeffrey Epstein l'a présenté au prince Andrew, fils de la reine Elisabeth II et frère de l'actuel roi Charles III. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, TV Liberté lance l'alerte générale pour la première de cette toute nouvelle émission animée par Nicolas Vidal et Alexis Poulain. Des débats d'actualité avec l'économiste Marc Toiti. Au programme, le cambriolage du Louvre et l'incarcération de Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas là la preuve, finalement, Marc Toiti, que le président a réussi à désintoxiquer la France de sa dépendance à la prospérité? C'est très bon ça, oui. Voilà. Eh bien, cher ami, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, la décroissance, c'est l'avenir de la France. Voilà, bravo. Également au programme aujourd'hui passé présent, Guillaume Fiquet reçoit Antoine Delacoste pour évoquer l'enjeu géopolitique iranien des Perses au Mollah. Demain, jeudi, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec le journaliste Arnaud Folk. Il présente le 3e opus d'Histoire interdite des hors-séries de Valeurs actuelles. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, mais avec Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.